Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Nous sommes aujourd'hui à J-3 de la demi-finale de la Coupe Loire Derby qui va opposer samedi au stade Ernest Vazalon de Toulouse, Carcassonne 13 à Albi, et à J-3 de la 22e édition du challenge Jean-Marie Grégoire organisé par l'Académie sportive de Carcassonne 13. Pour envisager ces deux événements et passer en revue l'actualité du club, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre Malice, qui a intégré cette saison l'équipe du U19 et n'a pas tardé à s'y imposer au poste de pilier. Fred Kamel, l'entraîneur de cette équipe Carcassonne 13, qui entend bien conserver ce trophée Loire Derby qu'elle détient depuis 2019. Et Daniel Martinez, le président de l'Académie sportive carcassonnaise, organisatrice du challenge Jean-Marie Grégoire, qui rassemblera plus de 1300 joueurs de rugby à 13 ce dimanche 24 mars à la Peine Merveille de Carcassonne. Pierre, bonjour. Vous êtes donc le frère aîné de Marius, que nous avons eu le plaisir d'accueillir lors de notre dernière émission. Est-ce que vous pouvez à votre tour vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Pierre Malice, je suis élève en BTS viticulture œnologie à Carcassonne. J'évolue au poste de pilier dans l'équipe junior. J'ai commencé le rugby à 13 cette année et je viens de Marseillette. Vous êtes âgé de 19 ans. 19 ans. Vous avez fait vos classes à Marseillaise, j'imagine Oui, j'ai commencé avec Marius à Marseillette. Oui. Et après, quel parcours vous avez eu, vous ? J'ai un passage à 15 également ? Oui, je suis passé à 15 à l'Alaric pendant 2-3 ans. Après, j'ai fait une grosse pause et j'ai recommencé du coup cette année pour faire la dernière année avec Marius en junior. Comment s'est fait votre rapprochement avec Carcassonne 13 ? C'est par le biais de Marius, je pense, non ? Puisque lui, il avait attaqué un peu plus tôt que vous, je crois, c'est ça ? Par le biais de Marius, par le biais de Matati, qui était ancienne présidente, et mon papy aussi. Mais oui, c'est Marius qui m'a dit de venir jouer avec lui pour une dernière année pour pouvoir le côtoyer sur le terrain. Jean-François Albert disait d'ailleurs de vous, il est venu nous voir dans un premier temps, il n'est plus jamais parti. Donc c'est que vous y trouvez bien. Ah oui. Qu'est-ce que vous y retrouvez au sein de cette équipe ? Au sein de cette équipe, je retrouve une ambiance vraiment très familiale que j'associe beaucoup avec le rugby, que je trouve vraiment exceptionnelle, particulièrement à Carcassonne. C'est vraiment des gens très très gentils et compréhensifs parce que je découvre du coup ce sport depuis maintenant 4-5 mois et qui étaient vraiment très gentils et patients pour m'apprendre et m'expliquer quand je faisais des erreurs. Et justement, comment s'est faite l'adaptation à ce nouveau code, donc au rugby à 13, vous qui veniez du 15 ? C'est une adaptation, je dirais, au début assez facile parce que c'est un peu proche du rugby à 15, mais ça correspond plus à mon style de jeu, entre guillemets, le rugby à 13. Donc, question jeu en lui-même, ça m'a pas trop dépaysé, mais c'est surtout toutes les règles 13istes qui m'ont changé un peu. Quel poste vous jouiez à 15 ? À 15, je jouais 3e ligne. Donc là, un poste pilier qui convient à votre tempérament ? Ah oui, totalement. C'est ce que j'aime, le poste. Qu'est-ce que vous y trouvez comme qualité, vous, en qualité de rugbyman sur ce poste pilier ? Je pourrais dire que j'ai une qualité d'accélération, je suis assez vif dans les petits intervalles et une qualité offensive surtout, je dirais. Oui, en ce sens, donc plus vous y retrouvez à 13 qu'à 15, j'imagine, oui, avec oui. ces qualités-là qui sont propres à des trésistes. Oui. D'ailleurs, Jean-François disait de vous, Jean-François Albert, il fait valoir des qualités d'explosivité et de vitesse, et il est volontaire dans l'effort. Donc déjà, ça c'est, je crois, la base de... Il continue en disant, c'est un garçon intelligent et fin, ce qui ne m'empêche pas de courir et de plaquer dur. Donc c'est que sous les apparences gentilles entre guillemets, vous savez ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous auriez, s'il y avait un point qu'il vous fallait travailler, bon, vous savez que quand on découvre une nouvelle discipline, parce que même si c'est le même ballon, mais c'est quand même deux disciplines différentes. Je dirais il y a deux choses importantes. Je dirais le cardio. J'ai du mal un peu au cardio. Et comme c'est un sport nouveau, la vision de jeu, un peu la connaissance des règles, je suis souvent de moins en moins, mais je suis des fois un peu paumé sur le terrain. J'ai du mal, mais bon, comme j'ai des coéquipiers qui m'aident, ça va. Mais bon, si oui, là, le placement de tout ça, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est là où j'ai du mal. C'est autre chose.
Vous me disiez que vous étiez encore, vous sentez en phase d'apprentissage. Totalement, parce que au fur et à mesure des semaines, j'apprends à tous les entraînements, j'apprends que ce soit le placement, les tactiques, des règles, j'apprends tout le temps. C'est pour ça que aussi j'adore aller aux entraînements et venir toutes les semaines. C'est continuellement un apprentissage et de quelque chose que j'aime. Oui, d'ailleurs, vous devez apprendre vite parce que Jean-François dit de vous, Pierre monte en puissance depuis quelques semaines et devrait nous aider encore dans les semaines à venir. Donc, c'est qui compte sur vous et sur votre adaptation. Quel avenir vous voyez dans le rugby? Pour vous, c'est un passe-temps. Moi, je sais que vous avez des ambitions professionnelles compte tenu de la propriété de votre papa, qui se partage entre le riz et la vigne. C'est ça, donc vous faites des études au lycée Charlemagne. Oui. Vous orientez vers l'onologie, viticulture-onologie, c'est ça. C'est ça. Donc pour reprendre après l'affaire familiale, j'imagine. Oui, exactement. Donc peut-être que le rugby, là, ça aura un peu de mal à trouver sa place. Le rugby, c'est un passe-temps, mais plus qu'un passe-temps, parce que c'est quelque chose vraiment. J'y suis depuis que j'ai commencé, je suis jamais allé à contre-cœur ou même pour les entraînements physiques et cardio. C'est vraiment un moment de plaisir où je peux me libérer l'esprit, faire plein de choses. Et oui, je sais que quand je vais m'installer dans 2 ans, si c'est pas trop compatible avec le métier d'agriculteur à cause de la charge de travail, mais c'est pour ça que j'en profite. Et pour l'année prochaine, comme c'est ma dernière année de junior, oui, vous terminez votre cycle. ouais, j'ai réfléchi soit à la Laric, je reviens à la Laric pour jouer en senior, ou alors à Villeneuve-Minervois peut-être, j'ai réfléchi. D'accord. Oui, il n'y a aucun de club qui est très loin de chez vous. Donc. Fred, après la défaite enregistrée le 14 décembre face à Albi, votre équipe, même si elle n'a jamais quitté les avant-postes, a quand même montré qu'elle est un peu rentrée dans une période de turbulence, j'allais dire, ou de moins bien, du moins. Puis après, bon, elle s'est refaite à partir du déplacement à Saint-Gaudens, quand même, on a vu un autre visage de l'équipe. Comment vous avez traversé cette période un peu trouble, j'allais dire, ou tourmentée? En fait, on fait un petit peu comme on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on prend les matchs les uns après les autres et on regarde ce qu'on peut gommer, ce qu'on peut améliorer. Et puis surtout, on avance avec la vérité du moment. Et ça, il faut conjurer les blessures, il faut conjurer un petit peu le mauvais état d'esprit qu'il peut y avoir des fois suite à des défaites. Donc il faut arriver à relativiser tout en relançant la machine, en essayant de corriger des choses, en essayant de modifier des fois certains paramètres sur les entraînements, etc. Et puis voilà, on avance. Après, on sait très bien que c'est toujours très long une saison. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai qu'à Carcassonne, on est habitué à vivre plus de hauts que de bas. Et que des fois, certaines personnes oublient que justement, on a joué 8 finales sur 8. Et voilà, donc certains sont peut-être un peu gourmands, ils voudraient nous voir toujours tout gagner, mais il faut penser qu'en face, il y a des équipes, un championnat qui se resserre, les équipes veulent aussi gagner, et ils se sont toutes renforcées cette saison pour nous pousser aussi à nous dans nos retranchements. Après la défaite contre Limoux, vous aviez dit que vous aviez eu l'impression que votre message n'avait pas été entendu par vos joueurs. Qu'est-ce que vous entendiez par là? C'est-à-dire que les consignes n'ont pas été appliquées. Oui, il y a des consignes et puis il y a des conseils aussi qu'on donne, il y a des choses que l'on veut voir et des fois c'est pas entendu. Donc forcément c'est facile de mettre la faute sur les joueurs et non, il faut aussi assumer ses responsabilités et c'est ce que je fais sans aucun problème. Et là, je trouve que j'avais pas su leur faire comprendre qu'il fallait être plus discipliné. Et donc, on a essayé de changer certaines choses pour justement améliorer ce côté-là de notre saison. Avant le passement à Saint-Gaudens, Clément Herrero disait que ils étaient des grands garçons et qu'ils voyaient bien les problèmes qu'il y avait et qu'ils allaient travailler sur ces points pour l'améliorer. Et effectivement, à partir de Saint-Gaudens, on a senti qu'il y avait mieux. Est-ce que vous avez senti, vous, qu'il y avait eu un tournant peut-être dans la tête des garçons ou qu'ils avaient pris conscience que, on n'était pas une équipe imbattable et que... Après, ils en ont pris conscience très tôt, je pense. Le souci qu'il peut y avoir, c'est que des fois, entre guillemets, c'est pas de la suffisance, mais c'est qu'il y a aussi un petit peu de lassitude. Puis il y a des fois la faute n'a pas de chance sur un match, parce que quand on perd contre Limoux d'un point ou qu'on va perdre 2 points à Pia,
ça se joue à un essai à Pierre, ça se joue à un essai, ça se joue à une transformation. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose non plus. Et si on gagne ces matchs-là, ça peut induire des fois en erreur et justement se penser trop beau. Donc voilà, on a pris les choses, on essaye d'avancer et puis voilà, on regarde maintenant les matchs couperets qui arrivent et on en tirera les leçons, voir si ça a été bien enregistré ou pas. Oui, parce que contre Avignon, on a vu aussi une équipe beaucoup plus disciplinée quand même, qui s'est posé le cadre de jeu et qui s'y est tenue, quoi. Ça a été un peu plus compliqué, pas compliqué, mais le temps de mettre le jeu en place, ça a pris une mi-temps, parce qu'Avignon a fait une belle première mi-temps, hein. Il ne faut pas se le cacher. Mais en seconde mi-temps, quand l'équipe a retrouvé son plan de jeu et n'a pas fait de faute, et bien forcément, ça... Oui, après c'est sûr que dès que on a eu un peu de mal contre le vent aussi et quelques réglages à faire, mais après il n'y avait pas péril en la demeure non plus. Et puis dès qu'on a pu accélérer, mettre de l'intensité, s'appuyer justement sur l'occupation grâce au vent, et bien on a pu mettre notre jeu en place et les mettre sous pression. Et je pense que ça on l'a su bien le faire. Et justement on avait travaillé avec l'arbitre, donc avec Geoffrey Poumès qui nous avait fait la semaine avant. Et forcément, on a pu corriger certaines choses. Et quand on est bien dans notre tête et qu'on pense au jeu et pas au reste, et bien forcément, ça devient plus C'est facile. bien qu'il y ait de la pédagogie du corps arbitral aussi. Peut-être que ce genre d'échange n'arrive peut-être pas assez souvent. Si, on travaille, je travaille avec eux. Et puis, il faut aussi que les joueurs l'acceptent. Et puis, voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. Après... ça l'est toujours sur le moment et jusqu'à la demi-finale, on verra si ça aura porté ses fruits parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus depuis un mois justement sur notre discipline et j'espère que ça va payer samedi. Le 1er décembre dernier, le jeune Paul Galli devait faire ses grands débuts en Super 13 donc, face à l'équipe de Toulouse. Et puis il y avait un problème administratif qui l'avait empêché puisqu'il n'avait pas été surclassé, je ne sais pas, une histoire de ce style. Par contre, il a fait ses grands débuts donc, à l'occasion de la venue d'Avignon. Comment vous voyez ce garçon et comment estimez-vous sa performance sur ce match-là, du moins ? Paul est un garçon qui est déjà très très mature pour son âge. On a l'impression qu'il est au niveau depuis très très longtemps, mais il est passé par les équipes de France, par les pôles. Il faut rappeler son âge. Il a 17 ans. Il a pas 18 ans, je crois. Il a 17 ans et donc forcément, on a l'impression qu'il en a davantage, mais c'est un garçon qui est très à l'écoute, qui est très précis dans tout ce qu'il fait. Et quand on le voit, nous, aux entraînements, quand on lui demande d'aller à tel endroit, il va à tel endroit. Et tout ce qu'il fait, c'est avec beaucoup de précision. Donc, il est rigoureux avec lui-même. Il a une hygiène de vie qui est irréprochable. C'est un grand travailleur. Donc voilà, il a été très bien éduqué aussi. Je connais son papa depuis l'époque de Palaja et où on était, nous, à l'école primaire ensemble. Donc forcément, je sais de quelle famille il vient. Et ça se voit, c'est un garçon qui est très agréable, très facile à vivre. Et c'est un sacré joueur. C'est un joueur qui voit les choses, qui les comprend. Et donc, il a fait son premier match. C'est une belle réussite. Et ce week-end, ça a été le second. Et ça a été très bien aussi contre Villeneuve. Il était donc accompagné ce jour-là de Yannis Etat, qui lui aussi faisait ses grands débuts à ce niveau. Bon, il est désormais un pensionnaire du Var, puisqu'il a accepté de rejoindre l'équipe réserve, entre guillemets. Lui aussi a fait une belle prestation. Lui a fait une très bonne prestation aussi. Il a fallu qu'il s'acclimate sur le premier quart d'heure au rythme du Super 13. Donc forcément, que ça change un petit peu. Et donc voilà, on l'a fait tourner à la 17e minute. Et puis après, quand il est revenu, il a fait 22 minutes vraiment très très bien, très intéressantes, avec beaucoup d'engagement. Et puis voilà, c'est pareil, c'est un garçon que Teddy a en junior depuis très longtemps, qu'on avait suivi. Et certains garçons ont besoin d'un peu plus de maturité de temps en temps pour justement s'affirmer. Et quand vous sortez des juniors, passer par la case Villegayen, elle est intéressante. On l'a vu avec Enzo Arnaud, on l'a vu avec Maxime Bellandrade. Aujourd'hui, on a un vrai partenariat avec le Varl et la politique sportive qu'on a mis en place avec Jean-François Albert, avec Ludo Gambier. Je sais qu'avec Pilou Bourrel, on s'appelle 2-3 fois par semaine et forcément, on fait le retour sur les garçons, on voit les progrès qui sont faits. Et voilà, et Yannis était dans ce registre-là. Il a su travailler, il a su écouter, il a appris, il s'est frotté justement en élite 2 à des adultes, parce que quand vous arrivez de junior, on se frotte à des adultes. Et donc, il a appris
Et c'est logiquement grâce à ses performances avec Villegayen que nous, on le suit, on regarde les matchs et on a dit à un moment donné il faut qu'il ait sa chance. Dans un contexte plus compliqué comme ça a été à Villeneuve, ils ont montré qu'ils pouvaient faire à ce niveau-là. Exactement. Qu'il y avait le tempérament. C'est ça, et on a vu d'autres garçons. On a vu Yannis Assini qui a été très à son avantage à Villeneuve sur l'autre aussi. Donc voilà, c'est aujourd'hui une véritable réussite où Jean-François Albert travaille depuis un long moment là-dessus et ça porte ses fruits. Donc c'est cohérent ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à produire et l'entente qu'il y a entre les deux clubs est parfaite parce que ça développe des joueurs et c'est évidemment ce que l'on cherche. Daniel, comment se porte l'académie? À vous voir, elle se porte bien. Eh bien oui, ça se passe très bien même. Voilà, le but des éducateurs n'est pas forcément le résultat, compte tenu des catégories d'âge que vous avez. Mais quand même, il serait bon de faire un petit point de l'actualité des différentes catégories. Si vous voulez qu'on repasse à travers les actions qu'ils ont fait depuis le début de la saison, voir comment ça évolue un petit peu. Quelle a été l'activité de l'école de rugby ces derniers temps? L'activité, elle est saine, parce qu'on fait beaucoup de plateaux. Oui, on va à Toulouse, on est allé à Lézignan, on est allé à Limoux. On essaie de les faire jouer à leur niveau. Oui. On essaie de les faire jouer, et puis bon... Il y a des jeunes qui ressortent, on sent qu'il y a des jeunes qui ont le rugby dans la peau. Quoi. Et vous-même avez organisé un plateau, je crois, sur Carcassonne. Oui, on a organisé. Que vous avez fait à Domecq, je crois, non? On l'a fait à Domecq, oui. Ah, pour les enfants, c'est... On a fait ça à Domecq le jour contre Albi. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu les U13 de Limoux qui sont venus. Ils ont fait carrément un match. Mais c'était pas mal, c'était bien. Il y avait les pitchouns de la Grasse aussi, non? Voilà, il y a eu les pitchouns de la Grasse. Bon, là, c'est là où on se rend compte que les jeunes, quand ils arrivent, on sent celui qui va arriver à sortir un peu du lot. Et c'est marrant ça. Parce que c'est des bouts de chou, on les voit, mais ils ont le rugby dans la peau, quoi. Et ça fait plaisir à voir. Et on est là pour les soutenir et pour les aider. Ensuite, il y a une rencontre là qui est moins anodine. C'est une rencontre que vous avez faite avec le FAC. Vous avez fait une mi-temps foot, une mi-temps rugby à 13. Et donc il y a eu 2 échanges, je crois, une fois chez eux, une fois chez vous. Oui, ça s'est bien passé parce que, si vous voulez... D'où est venue l'idée là? C'est une idée... Mon petit-fils était à 13, il est venu jouer à 13. Et comme son père c'est un footeux, au bout de quelques années, il a dit il faudrait que tu viennes au foot pour essayer au foot. Donc il est parti au foot. Mais ça le titille un peu parce qu'il m'a encore dit papy, je voudrais revenir à 13. Donc je pense que l'année prochaine, il reviendra. Mais les échanges que l'on a eus, on s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs de foot qui, en définitive, avaient le sens du ballon en main. Bon, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vont, l'année prochaine, signer à l'académie. Vous voyez un peu comme les choses se font. Voilà, au moins vous trouverez des buteurs. Voilà. Et puis les éducateurs qui étaient là, ils nous ont dit, on leur parle foot, ils ne nous écoutent pas. Mais les éducateurs qui leur ont parlé du rugby à 13, des règles et comment jouer, ils ont été très très attentifs et ils ont bien joué. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire les deux, quoi. Et puis faire entre interclubs, c'est bien. Il faut arrêter de faire de se tirer dans les pattes entre le 15 et le 13, le foot, il faut arrêter. Voilà. Donc on a fait ça, c'est une première et on va continuer l'année prochaine. Le 9 mars dernier, par contre, les U7, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, là, se sont déplacés à Ernest-Vallon. Oui. Et donc, ils ont pu ensuite assister au match, c'était Toulouse-Bradford, je crois. C'est ça, oui. Comment ils vivent ces moments-là? C'est vraiment... Écoutez, c'est comme quand ils viennent au stade ici. Ouais. Quand ils accompagnent les joueurs, ils sont aux âges. Ils ont chacun leur idole et ils veulent faire des photos, ils veulent être avec eux. Et puis je vois que même Fred Cabel pousse à ce que les petits et les grands les accompagnent, parce que c'est leur image. Et ces garçons, après, on va les retrouver quand ils vont grandir, ils diront j'ai joué avec un tel ou j'ai pris des photos avec un tel. C'est primordial. Le rapport humain entre les gamins et les joueurs, c'est primordial. Et puis ces fameuses photos qu'ils ont fait, ils se battaient, moi je veux celui-là, je veux celui-là. Voilà, c'est un peu... Mais ça a du charme et c'est ce qui fait avancer le 13. Je suis désolé. Mais quand on voit les feux d'artifice, etc., il faudrait faire la même chose. On y arrivera. Ce sera long, mais on y arrivera. Voilà. Un 14 juillet de rugby à 13, il faut le faire. Exactement.
Ensuite, il y a quelques jours, c'était les U13, je crois, qui sont allés visiter le Pôle Espoir. Et oui. Ils ont été reçus donc par des stagiaires du Pôle Espoir. Et ils se sont régalés. Voilà. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés par la démarche d'ici quelques années donc. Oui, il y en a qui veulent. Parce à quel âge ils intègrent 15 ans le pôle? D'après Patrick Alberola, c'est 15 ans. 15 ans, c'est. Ouais. Mais il y en a qui sont intéressés parce qu'ils disaient je voudrais. Il y en a, on leur dit bon, écoute, attends quelques années avant de. Ils ont tendance tous à vouloir jouer à l'élite, quoi. Bon, on leur dit attendez un peu, prenez un peu de maturité, comme fait. Voilà. Il faut qu'ils aient. Mais ils aiment ça. Et ils aiment le ballon ovale, je précise. Les U15, comment se portent-ils? Alors les U15, on est parti sur une saison très très basse. On s'est dit on va prendre des cartons tous les week-ends quand on va jouer. C'est le cas? Et puis non. Non, j'ai vu qu'il y avait une belle victoire à l'Escure. Et oui. Et on a reçu Villeneuve, les premiers. Et on a dit, on va prendre un carton. Eh bien, écoutez, on a même mené au score en seconde mi-temps, en début de seconde mi-temps. Ce qui veut dire que, non, mais on est parti de très très loin. Et... Oui, je sais qu'au début, c'était pas évident. Ah ouais, c'était pas. Au niveau de l'effectif et tout, c'était assez. Tout le gros effectif était parti en cadet, donc on repart avec une nouvelle équipe. Mais bon, là, au niveau championnat, il y a un malaxage qui se fait, donc on n'est plus dans le top championnat. On a un autre championnat qui est peut-être plus à votre niveau. Voilà, et je pense que là, on risque de faire quelque chose. C'est mieux pour les joueurs aussi quand même. Oui, mais ça progresse. Petit à petit, ça progresse. Et les U17? Les U17, grosse équipe cette année. Ouais. Ça confirme. J'ai dit à Fred, il y a 2 ans, j'ai dit on fera le doublé. On a eu que le championnat. L'année dernière, on a eu le doublé. Là, cette année, je pense que les cadets sont en mesure d'avoir et la coupe et le championnat. Ouais. On a une grosse équipe de cadets. Ça confirme quand même, déjà on sentait l'an dernier qu'il y avait de la matière. Hein. Ouais. Le problème que l'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes comme Limoux. Là, on devait jouer contre Limoux. Ouais. On annule, on reporte parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs à Limoux. Ouais. Un grand club à Limoux, mais on n'a pas de cadets. C'est malheureux. Ou alors quand on va jouer comme... moi je suis allé voir l'équipe 1 à Villefranche de Rouergue. On a joué à 9. C'est pas du rugby. Ouais. Quand on met 40, 50 pions, 60 pions, même à la limite, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, on a perdu, nous, là-bas aussi. Je râlais, parce que j'ai dit, putain. Mais on y est arrivé. On fait des placements. Depuis Saint-Gaudens, depuis Villefranche, je suis allé à Saint-Gaudens, je suis allé à Pia aussi, je sens qu'il y a une amélioration. Ce qu'il a dit est vrai. Fred partage. Ça monte en puissance. Mes filles, ça monte en puissance. Vous partagez, juste je vous pose la question, savoir si vous partagez l'opinion de... Oui, sur les résultats, oui, je partage l'opinion. Et puis sur la vision de l'école de rugby aussi, parce que oui, il y a une grosse équipe en U17. Alors il ne faut pas leur mettre la pression, justement. Ça, il faut les laisser jouer, parce que ces garçons-là, quand ils s'expriment, il y a beaucoup de qualité. Il y a un staff qui est à l'écoute. Et puis ce qu'il y a aussi de bien, je vois avec les U15, où mon fils joue dans cette équipe-là, et ils sont partis de très très bas. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont progressé ces garçons. Et donc là, il faut féliciter les entraîneurs aussi. Et puis je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est Patrick Albé. Parce que Patrick Alberola fait un travail fantastique, et que ce soit au niveau des coachs, de l'académie, il amène toute son expertise, et on voit les progrès qui vont 3 fois plus vite que la normale, quoi. Donc ça, c'est ça que je ressens sur le reste. Oui. Pierre, les U19 traversent une très belle période, là, puisque ça fait 4-5 matchs affilés, je crois qu'il n'y a pas eu de défaite, hein, dont notamment les 2 derniers matchs là, avec la réception d'Avignon, un score de 46-16, puis aller décrocher une victoire à Villeneuve, 38-32. Cette équipe, vous la jugez en progression de l'intérieur, vous sentez que ça... Je sens une progression dans le jeu, on s'entend de plus en plus sur le terrain. Là, je sens une progression, mais je trouve quand même on a des performances qui sont assez pas aléatoires, je dirais. Irrégulières, on n'est pas très constant dans les performances que l'on fournit.
Oui, prenons par exemple le match à Avignon, vous avez une première mi-temps très pénible, et en seconde mi-temps, par contre, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Quoi. Ça, oui, je ne pourrais pas comment l'expliquer, mais ça nous arrive plusieurs fois, des fois, on ne sait pas pourquoi. À Villeneuve, ça a été compliqué. Vous me disiez tout à l'heure à Nofla que déjà faire un voyage de 4 heures, vous n'étiez pas trop habitué, et que les conditions à l'extérieur, c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'à l'intérieur. Qu'à domicile, pardon, pas qu'à l'intérieur. Je pense que les 4 heures de transport ont joué. Ça a été un début de match très très compliqué. Oui, vous étiez nettement mené à la mi-temps, je crois. Aussi, oui. Je trouve qu'on n'arrivait pas à jouer, pas à s'entendre. Il y a eu des changements au dernier moment qui ont été effectués. Ça nous a un peu changé, mais c'était très compliqué. Et à la mi-temps, on s'est réveillé, on a bien répondu. L'équipe est toujours en 5e position au classement, mais elle a des matchs de retard. Donc elle pourrait être 4e, donc, puisque les 3 premiers sont quand même assez bien installés. C'est les 3 équipes qui vous ont battu d'ailleurs. Oui. Les Catalans, Albi et Toulouse. Voilà. Est-ce que la qualification dans les barragistes, puisque je pense que sur les 2 premières places maintenant c'est râpé, c'était quand même l'objectif de début de saison, non? Oui. Parce que je sais qu'ils ne mettent jamais, les entraîneurs, le staff ne mettent jamais la pression sur les résultats. C'est plutôt de voir l'évolution des garçons et la maturité qu'ils peuvent prendre. Donc, ce sera du bonus, quoi. Tout ce qui vous arrivera sera du bonus. En fait, ce serait bien quand même de... Ah oui, ça c'est sûr, oui. On n'est pas là non plus que pour rigoler. Hein. Donc, on le disait, vous allez rencontrer successivement, puisque Saint-Estève, Albi, Toulouse, vous allez les rencontrer. Donc là, ça va peut-être changer la donne. Mais est-ce que finalement, ce ne sera pas des bonnes préparations pour la phase finale, puisque vous serez confronté au haut niveau? Vous pourrez le prendre, tranquillement, on ne prend pas toujours des équipes comme ça tranquillement, mais sans trop de pression, puisqu'il n'y aura pas le caractère éliminatoire encore, mais ça peut vous amener à être mieux peut-être sur ces rencontres après Couperet. Oui, ça va être pas sans pression les matchs, mais ça va être des matchs où on va pouvoir acquérir encore plus d'expérience, de jouer contre des équipes aussi fortes. C'est toujours un gain d'expérience et pour apprendre et s'habituer à jouer contre des équipes que l'on va rencontrer plus tard. Fred, Carcassonne s'est incliné 18-30 en déplacement à Villeneuve le week-end dernier. C'était une équipe très rajeunie. Elle était rajeunie parce que vous aviez voulu faire tourner du monde. Il y avait des blessés. Ensuite, est-ce que vous avez voulu préserver les garçons pour la demi-finale qui arrivait? Ou c'est un mix des deux? Un peu de tout, parce que oui, on avait des garçons qui étaient qui risquaient une suspension en cas de carton, et comme on en prend quand même pas mal ces derniers temps, on s'est dit bon, on va peut-être assurer le coup, et puis en même temps on va profiter de voir certains jeunes, parce que forcément qu'on a l'œil dessus depuis un moment, et on voulait les voir aussi. Puis après il y a eu quelques défections au dernier moment, où Alexis Alvé a eu un problème à la cuisse. Clark a été malade dans la nuit, plus d'autres joueurs grippés comme Eden Roger-Smith. Donc forcément, il a fallu composer. Et du coup, ça a donné une équipe un petit peu remaniée. Et voilà. Et son comportement vous a quand même séduit dans l'ensemble. Je sais que vous avez pesté un peu contre le nombre de ballons perdus. Hein. Voilà, c'est. Mais enfin, on va dire que c'est ralent. Le collectif. C'est pas décevant. C'est pas décevant, mais c'est ralent parce que. Il y avait la place pour mieux faire. Pour mieux faire, tout à fait. Ah ouais. Après, par contre, il faut aussi mettre en avant Villeneuve. Et Villeneuve a très très bien joué. C'est une équipe qui joue super bien au ballon. Et ils ont marqué des essais vraiment intéressants. Mais voilà, on a eu nos occasions et on ne les a pas mises au fond. Et puis, en rendant 13 ballons sur une partie, c'est compliqué de réussir à s'imposer. Mais quand on est à 18-12, où on a un ballon pour revenir dans un haut score, bon, voilà, c'est comme ça, mais après, on va se contenter. On a réussi à prendre le point du bonus et puis pas de blessés. Donc, vous ne regrettez pas la décision que vous aviez prise, quoi? Non, après, on ne regrette jamais les décisions qu'on prend et on les prend en sachant pourquoi on les prend. Et voilà, après, c'est notre rôle aussi. On ramène quand même un point de bonus défensif. Donc exactement. Ça peut compter à la fin. Hein, de toute manière, ça va. Donc, en raison du forfait de dernière heure de Marc Clark, donc, qui était souffrant, c'est le jeune Diego Beray-Torres qui est rentré dans l'équipe. Donc il a opéré à la charnière avec Clément Herrero.
sa prestation vous a séduit? Il a été très appliqué, il a délivré une passe décisive, il n'a pas fait de faute en défense, et il a été très à l'écoute. Et ce qu'on a pu lui reprocher de temps en temps en junior, où des fois on manquait de rigueur dans le plan de jeu, où lui pouvait s'énerver aussi et des fois sortir un petit peu de son match, et là justement il a été très appliqué là-dessus, il a bien suivi les directives, il a mené son côté comme il fallait. Donc voilà, ça prouve aussi que quand lui a envie, il peut. Donc ça, c'est une des premières choses à retenir, et puis à lui de continuer à travailler pour en avoir d'autres. Puis le fait de continuer à s'entraîner avec vous, ça va y apporter peut-être une maturité qu'on n'a pas forcément à cet âge-là malgré tout. Exactement. Après, voilà, je veux dire, avec nous, il n'y a jamais de souci. Il fait ses entraînements, il travaille, etc. Et on voit aussi que les 2-3 dernières sorties avec les U19, il avait été performant, et du coup, quand on a eu le forfait, on aurait pu aller chercher. Il y a des joueurs qui étaient prêts à revenir, à rentrer dans le groupe. Et bien non, Patoun et Mika Simon m'ont dit, écoute, nous on te le laisse, on a 2 joueurs de plus et je pense que ça peut être bien. Et justement, on a échangé, on a dit, allez, banco, et on teste Diego. Si vous voulez, on va revenir sur les résultats marquants de ces 2 dernières journées. Non, la première avait été assez favorable à la Carcassonne, puisque Villefranche avait disposé de Limoux sur sa pelouse. Hein. Bon, ce qui prouve bien qu'après Lézignan et Carcassonne, quand même, Villefranche a tapé Limoux. Donc c'est que quand même, c'est une équipe qui a amplement le niveau. Elle le confirme. Bon, elle a un peu plus mal à l'extérieur, comme on le verra. Hein. Mais bon. Non, c'est pareil. C'est une équipe qui est à sa place en Super 13, qui a des étrangers de qualité. Ils en ont perdu un qu'ils ont remplacé très très bien. Et voilà, après, le seul petit problème qui peut-être y avoir à Villefranche, c'est la profondeur d'effectifs. Mais après, au complet, c'est une équipe qui est redoutable. Et puis pareil, qui est très très bien coachée. Et puis avec un projet de jeu intéressant. Et donc forcément, ça fait de belles prestations. Et cette 17e journée, Saint-Estève s'était imposé face à Albi 20-14. Un résultat aussi qui a arrangé Carcassonne, bien que Saint-Estève maintenant les a tous les deux devant. Oui, après je ne sais pas si ça nous arrangeait, parce qu'honnêtement peut-être qu'une victoire ça nous permettait de passer premier. Voilà. Ça nous avait fait. Parce qu'on aurait mis les Catalans à 2 défaites. Donc non, après voilà, les Catalans ont super bien joué sur ce match-là. Oui, puis ils étaient renforcés quand même par quelques équipiers des Dragons. Oui, enfin, il y avait César Rouget et Foidia, mais il n'y avait pas Castani qui joue toute l'année avec eux, il n'y avait pas Espuro Bûcher. Donc non, franchement, ils ont très très bien joué tactiquement et dans l'envie. Ils ont développé un beau rugby. Donc non, c'était une victoire qui était vraiment méritée. Et c'est une équipe qui est à la place où elle doit être. C'est pas volé, bien au contraire. La 18e journée a été marquée par la victoire d'Avignon, qui s'est imposée chez lui face à Pia. C'est un peu une surprise quand même. Bon, bien qu'on avait vu qu'Avignon avait des qualités sur la première mi-temps qu'ils avaient livré à Domecq. Et puis ça révèle aussi l'inconstance de Pia, qui... Ça pas du meilleur comme donc autant à domicile ils sont très difficiles à manier, autant à l'extérieur il y a de temps en temps quelques trous d'air, mais comme on a pu en avoir nous aussi. Donc voilà, après Avignon, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de Pia, et Avignon nous avait fait voir ici qu'il y avait de sacrés joueurs et que quand ils voulaient développer du rugby et mettre de la vitesse, ils le faisaient très bien. Et là j'ai vu le match et ils ont été très très bons aussi. Ensuite, Albi, sur sa pelouse, a disposé assez facilement de Lézignan, dont 38-18. Ça sent un peu le roussi pour Lézignan, qui aura de la difficulté à rentrer dans les 6, non? Là, ça va être compliqué pour aller chercher une place dans les 6. Ils payent quelques contre-performances en début de saison qu'ils auraient peut-être pu éviter avec un peu de chance. Albi a bien contrôlé son match aussi, donc c'est jamais facile de gagner à Mazico, on en sait quelque chose. Et donc non, là, Albi a bien contrôlé son match. Lézignan a eu peut-être un peu trop d'indiscipline et a rendu trop de ballons à Albi. Mais après, oui, à certains moments, au mauvais moment en plus. Exactement. Et puis Albi, chaque fois qu'ils ont eu la possibilité, ils ont scoré derrière. Et Saint-Gaudens qui a cartonné Villefranche, donc 46-22. Donc c'est vrai que Villefranche a plus de mal à se déplacer. Oui, et puis Saint-Gaudens c'est bien là depuis quelques temps. Et Saint-Gaudens chez eux, il faut. C'est pareil, au complet, cette équipe-là. C'est compliqué, oui. Et on était passé nous juste donc. Non, c'est pour ça que Saint-Gaudens à domicile, ils sont toujours très difficiles à manier. Et, oui, nous on a gagné au point nord, mais ils auraient très bien pu gagner aussi. Est-ce que Carcassonne terminera dans les 2 premiers? On verra ça. Honnêtement,
On va essayer de le faire. Il va y avoir un match contre les Catalans qui va compter forcément. Ça va On être va déterminant. aussi aller Il y a à le match Albi, Albi donc, aussi. voilà, on a encore toutes nos cartes en main. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Là, pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est la demi-finale de Coupe de France. Vous êtes confiant? Confiance, c'est pas le mot. C'est que, comme je vous ai dit, on prend Vous les n'êtes pas matchs. inquiet? Tournons-le autrement. Oh, inquiet, on l'est toujours quand on a beaucoup de blessés. Mais après, c'est surtout qu'on prend, je vous dis, les matchs les uns derrière les autres et on fera les comptes à la fin et on verra où on est. Confirmez-moi, la demi-finale, c'est à domicile? La demi-finale, oui. Le Eh oui, c'est championnat ça, est bien à parce qu'à domicile. un moment, je sais qu'ils avaient évoqué Non, c'est à domicile. Les barrages sont à domicile Et et, voilà, c'est et ça, la demi-finale d'accord. aussi. D'accord. Daniel, on va venir à cette 22e édition du Challenge Grégoire, qui a été présentée donc au McDo de Cité 2. Le Cité 2, là, oui. De l'ancienne Cité 2, ça. oui. Bon, avec McDo, c'est une vieille histoire d'amour. Oh, ça date depuis longtemps, oui, c'est vrai. C'est, Mais ils sont toujours là. Depuis le début, ils sont là. Oui, depuis le début, oui. Ouais, Ouais, ouais. c'est- Et là, c'est M. Grant qui s'occupait de ça. Oui. Et je crois qu'il a tout vendu. Et les nouveaux propriétaires qui vont reprendre les McDo, Oui, il m'a dit que Carcassonne et c'était Limoux, ils vont c'était continuer. imminent. avec nous. Ils vont continuer, oui. Ils vont continuer C'était dans avec le paquet, ça. Il nous. fallait. Voilà, c'est le package. Ça, Ça, passera il pas. refusait la vente. Ça restera avec nous. D'accord. Oui, c'est pour ça que maintenant, même il y a le trophée. Ça s'appelle le tournoi McDonald's. Voilà, Voilà. presque. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu d'historique de ce trophée? Alors là, on a donc, été, puisque bon, 22 chaque année- éditions, ça prouve quand même que c'est une manifestation Écoutez, chaque année, qui on séduit dit on et va qui battre des perdure. records, on bat des records. Et cette année, on a battu des records encore. Hein. Ouais. Puisque l'année dernière, on était à 1250 enfants. Et on cette passait année, on est 1300. à 1336. D'accord. L'année dernière, on avait 25 clubs, on en est à 30 aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Avec 122 équipes. Donc faire jouer tout ça, tout ce petit monde à la pleine mer vieille le 23, on a tout cadré, on a tout géré, on a l'habitude maintenant. Donc voilà. Ça nécessite la contribution de combien de bénévoles, ça, une journée comme ça? Une centaine de bénévoles. Alors, ça commence à 9h et ça plie Mais à... écoutez, nous, on sera sur le terrain à partir de 7h, mais Oui, ça je commence à 9h, les premiers matchs à 10h, et vers 16h30, 17h, la fin. D'accord. Et ensuite, il y aura le goûter de McDonald's, pour en revenir, le grand goûter de McDo. La météo, ça, c'est comment? Vous avez jeté un coup Ben d'œil? écoutez, lundi, mardi, il a fait beau aujourd'hui, donc on a bon espoir que dimanche, il y a du beau temps. Qu'il ne pleuve pas, c'est le principal. Voilà. À combien, enfin, c'est pas indiscret, à combien ça se monte le budget d'une manifestation comme ça? On n'est pas loin de 10 000 euros. Ah oui, quand même. Et à part McDo, vous avez d'autres partenaires qui vous aident? Ah oui, oui, oui. On a l'aglo. Oui. Les écoutez, institutionnels, quoi. Je vais oublier personne. Hein. Il y a la ville de Carcassonne, Carcassonne Aglo, le département et la région. Chacun participe, contribue D'accord. à l'édifice, comme on dit. Donc pour les participants, ça ouvre à 9h et ça se termine vers les 17h avec la remise des prix. Ah ben la remise des prix, oui. D'accord. Oui, oui. Bon, comme d'habitude, il y aura tous les représentants locaux, mairie, agglo, département, qui seront là pour remettre. Tout le monde aura un lot. En général, cette manifestation était parrainée par un joueur ou par une personnalité. Est-ce que c'est toujours le cas? Et si oui, quel est le parrain cette année ou la marraine d'ailleurs? Alors la marraine, c'est une fille qui jouait en U15 chez nous, qui est partie dans une équipe féminine, je crois que c'est à Limoux, et elle sera la marraine. D'accord. Voilà, donc j'ai pas son nom, mais Mais ce sera elle la marraine. Voilà, ce sera une marraine, d'accord. Et je regrette qu'il n'y ait pas d'équipe féminine au sein de Carcassonne 13. Oui. C'est pas, hein. Ce serait bien. Oui, non, ce serait bien. Mais Ça demande un budget. il y avait eu une saison. On est et toujours puis pareil. C'est compliqué. Il y a En plus, eu, c'est vrai mais- qu'elle n'était pas trop servie par un calendrier qui était un peu bancal. C'était compliqué. Hein. Ouais. Des fois, elle passait plus d'un mois sans jouer. Mais c'est ce qui nous arrive cette année avec les cadets. Hein. Ouais. Ça va faire 5 semaines que l'on ne joue pas. Alors on s'amuse, on s'amuse. On essaie de faire avec les juniors. Ils ont la bonne volonté de venir jouer à Benos et il y a des confrontations. Heureusement qu'il y a ce genre d'événement. Parce que nous, on ne peut pas jouer. Ouais. Et il y en a qui jouent en junior aussi. Voilà. Donc, mais ce championnat est un peu faussé. Quoi. C'est ça, c'est la problématique. On verra ça, on montera au créneau pour essayer de régler ce problème-là. Ça fait un an et demi que vous êtes aux affaires, là, à la présidence. Quel bilan vous en tirez là?
Le bilan est positif, hein, puisque on était... La charge n'est pas trop lourde? Non. Donc, je suis à la retraite, c'est ça. Vous êtes bien secondé quand même? Oui, très bien secondé, avec Olivier Dupré, Sylvie Hugo. On a un bon bureau. Mika, Bart et Gérald Barthélémy qui fait partie du bureau. Et le trésorier Bernard qui est là, qui est toujours là. Non, on est bien secondé et puis on a avancé quand même. Oui. On a eu des progrès parce que se bat. Moi, je me bats avec la mairie toujours. Je ne les lâche pas. Et quand il me voit arriver, il me dit qu'est-ce qu'il va nous demander encore. Voilà, donc. Dans cette année, j'ai demandé un Algeco qu'on n'a pas eu. Les promesses, ça rend les enfants joyeux, au passage. Ça, c'est dit. Et puis j'ai demandé à ce que les tribunes de Benoît se soient couvertes. J'attends toujours la réponse. Et ils ont fait un effort cette année sur le Grégoire, financièrement. Voilà. L'un dans l'autre. Oui, mais je préférerais qu'il y ait un Algeco à Benos et les tribunes couvertes. Ensuite, moi, avec le président de l'Aglo. Comme il nous écoute en général fidèlement, je pense que le message... Je pense qu'il l'enregistre bien, parce que je vais y revenir, je vais repartir au créneau. Et comme je suis ami, si vous voulez, avec Régis Banquet, j'ai dit, écoute, on n'a pas de local, on n'a pas de siège proprement dit. Alors il m'a dit, écoute, je vais faire le maximum. Donc il nous a trouvé un siège qui est à Oméga R, à côté de Benos. On a un siège magnifique avec une salle de conférence pour un tarif dérisoire. Et au créneau aussi, c'est que ce qui nous coûte cher aussi, et à vous aussi, c'est le transport en bus. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire... il m'a dit, on va faire une convention. Donc on a signé une convention et on va la présenter le 26 à 17h. On va faire des photos et il nous fait des tarifs avec RTCA, des tarifs au moindre coût pour l'académie. Ce qui est très, très agréable. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une pleine réussite pour cette 22e édition. J'espère que ça va, qu'il fera beau. Voilà. Et alors, tant que Fred est là, je vais lui poser la question. J'ai demandé donc au président qu'il nous prête pas la coupe parce que j'ai peur, elle est trop belle, donc je ne voudrais pas. Mais pour le Grégoire, si on peut nous prêter le bouclier, donc il m'a dit oui. Tu vois pas de problème parce qu'on peut le brûler. On le mettra sur le podium. Et si éventuellement quelques joueurs pourraient faire, après la victoire contre Albi, faire un tour à la Plaine Mervieille, ça nous ferait plaisir. Voilà. C'est dans les tuyaux. Et moi aussi, je suis sûr. Bien sûr, c'est toujours un plaisir. Et je souhaite la victoire. Hein. La victoire, parce que c'est la bête noire, Albi. Ouais. Pierre, donc, on revient à vous. La prochaine journée de championnat, ce sera la venue des Catalans. Hein. Oui. Donc, une équipe qui a quand même été accrochée dernièrement sur sa pelouse par Albi. Donc, ils sont vraiment imbattables ou... Ils ont plusieurs équipes. Ça dépend ce qu'ils mettent, mais en général, c'est un match très compliqué. Et le match contre Albi, je l'ai regardé, c'était beau à voir, vraiment. Mais bon, là, je ne sais pas quelle équipe ils vont mettre contre nous, je ne peux pas le savoir, mais on sait déjà que ça va être compliqué. Vous étiez du match aller? C'était mon tout premier match. Parce qu'il y avait eu un gros score, je vois qu'il y avait eu près de 60 points. Ouais. Mais par contre, je sais qu'en discutant avec les joueurs après, ils m'avaient dit que le score était ce qu'il était, mais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en travaillant. Ça, oui, c'était mon premier match. Est-ce que vous pensez qu'on a un peu réduit l'espace qu'il y avait entre les deux équipes? Oui. Si on joue contre la même équipe qu'au match aller, on a beaucoup réduit, je dirais. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas contre qui on va tomber. Vous n'avez pas ramené de blessés de Villeneuve? Villeneuve, si. On a eu... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais que Baptiste Cancino s'est blessé à la cuisse. Et après, pas des blessures trop graves. Bon. J'espère oublier personne. Vous y serez donc, normalement? Normalement, j'y serai. Et votre frère aussi? Aussi. Très bien. Bon, Fred, venons-en maintenant au gros morceau. Donc, Carcassonne se déplace donc à Ernest Vallon pour se mesurer à Albi dans le cadre de la demi-finale de la Coupe, samedi donc, à 15h. Au vu des derniers résultats des deux adversaires, vous diriez que la dynamique est chez qui?
Après, la logique veut que c'est le leader actuellement. Albi est leader, ils ont perdu moins de matchs que nous. Voilà, mais après, bon, on ne va pas jouer au jeu des favoris chaque année. On se renvoie la balle, etc. Je pense qu'honnêtement, ça va être du 50-50. Et voilà, mais après, Albi est très très bien aujourd'hui. Et on sait ce qu'on doit faire nous aussi pour arriver à les tenir, à essayer de les battre. Et on a les armes pour aussi, même si on n'est pas au grand complet. Et bien, on sait que les 17 joueurs qui seront sur la feuille feront tout pour remporter le match. Oui, le match aller est oublié parce qu'il y avait eu une défaite, mais sur un score très serré, il n'y avait pas... Le match aller n'est pas oublié, il a été revu lundi et justement il va nous servir pour gommer certaines choses et pour appuyer sur d'autres. Donc si on interroge les joueurs ce soir, je pense qu'il n'est pas du tout oublié. Non. Si je vous disais que la clé du succès peut être davantage au sein de votre équipe que chez votre adversaire. La discipline. C'est pas plus compliqué que ça, c'est la discipline. C'est juste ça, si on arrive à gommer ça... Parce que les armes, je pense que vous les avez. Oui, ça on le sait, on en est conscient en plus, mais voilà, il faut arriver à se maîtriser, faire preuve de maîtrise et ne pas répondre à certains gestes ou à certains mots, parce que ça on l'oublie des mois après, et la seule chose qui compte, c'est le nombre de points en plus qu'on a à la fin. Est-ce que vous pensez que les 2 finales gagnées contre Albi puissent vous amener peut-être un peu plus de sérénité sur ce genre de match ou non? Aucunement. Le temps est passé maintenant. Aucunement, non. Là, on est sur autre chose. Les finales, vous savez, quand j'entends un an après, c'est les revanches, etc. Non, là, souvent, il n'y a pas les mêmes joueurs, ou c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes stades, c'est pas les mêmes façons de jouer. Puis voilà, il y a d'autres dynamiques, donc non, ça, on n'y pensera pas du tout au moment du coup d'envoi. Petit à petit, donc, vous rentrez des blessés. À ce jour, qui c'est dont vous pourriez disposer, dont vous ne pourriez pas disposer ces derniers temps? On sait que de toute façon on n'aura toujours pas Bastien Escamilla qui a fini sa saison, Vincent Albert non plus. Bastien Escamilla a fini sa saison, on n'a plus Vincent Albert, Djibril Doliak en a encore pour 5 semaines. Donc voilà, on a Damel Diakate qui est out aussi, Julien Ballarin qui est out, Félix Aubry qui est out. Donc forcément ça fait du monde et il faut composer. Et ça laisse la chance à d'autres de gagner une place et de jouer une demi-finale. Je voulais vous interroger sur Arthur Mourgue, qui vient de rompre son contrat en pleine saison pour se rendre à Hull. Qu'est-ce que ça vous attire comme réflexion sur finalement ce qu'est le monde professionnel aussi, parce que il n'y a pas de cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau. Après, je pense qu'il y a plein de choses et plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas nous aujourd'hui. Tout ce qui est dessous, on ne le voit pas. Et voilà, moi, ce que je lui souhaite, c'est de s'épanouir à LKR et de réussir là-bas et puis de montrer qu'on a peut-être laissé passer un talent. Mais bon, après, je vais lui souhaiter le meilleur et qu'il s'épanouisse là-bas et qui représente bien la France. Et voilà, écoutez, nous en ferons de même. On lui souhaite le meilleur, comme on vous souhaite le meilleur à tous les trois, avec de bons résultats ce week-end pour tout le monde, et qu'on puisse se retrouver. La seule chose, c'est que je voudrais reparler du challenge Grégoire et juste mettre à l'honneur Jean-Marie Grégoire, qui était un éducateur fantastique que j'ai très très bien connu. Tragiquement disparu. Voilà, tragiquement disparu. Et il faut saluer sa mémoire parce que voilà, c'est quelqu'un qui était exceptionnellement doué, très doux. Et oui, c'était le papa de vous savez que c'est unanime, et c'était les gens qui en parlent. On a squatté un petit peu sa maison à l'époque avec pas mal d'amis et on était toujours reçus comme des rois. Et voilà, et donc je souhaite le bonjour aussi à Aranza, sa femme et ses enfants, et Sylvain, Marie-Dine et Cédric. Eh bien c'est gentil, c'est sur ce mot que ça s'achèvera notre émission. Donc. Écoutez, on vous donne rendez-vous à tous. Donc, ce sera le jeudi 28, si je ne m'abuse, donc à 20h30 sur la chaîne YouTube du club. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonsoir.